Monsieur Durand, merci beaucoup d'avoir accepté de conclure notre conférence. Je vous représente quand même si je pense que tout le monde ici vous connaît. Vous êtes magistrat, juge des enfants au tribunal de Bobigny. Vous êtes dans de nombreuses instances, mais vous êtes surtout le coprésident de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui a été installée récemment. Et vous nous direz tout à l'heure quels sont les objectifs de cette commission et son ambition. Mais avant cela, je voulais vous poser une première question. Aujourd'hui, on a rappelé combien il y avait un déficit de formation, de sensibilisation des divers professionnels autour de l'enfant sur ces questions des violences sexuelles, qu'il s'agit des travailleurs sociaux, des intervenants à l'école, dans le cadre médical, les magistrats aussi, en tout cas dans le cadre judiciaire. Emma nous a dit tout à l'heure que quand on demande aux enfants de parler, de se dévoiler, mais qu'on ne les croit pas souvent et que c'est dur, c'est pas toujours, pardon, pas toujours. Merci de rectifier, on voit encore Emma de finesse. Et effectivement, elle nous disait aussi que la phase d'instruction manquait souvent d'empathie, de rondeur, de chaleur et voilà, d'empathie à l'égard des victimes et que c'est parfois une double peine. Avec votre expérience de magistrat, Monsieur Durand, est-ce que vous partagez ce constat? Vous qui avez vu passer beaucoup de victimes, je suppose, dans votre cabinet. Et plus spécifiquement, puisque là, c'est le regard du magistrat qui nous intéresse, que pensez-vous effectivement peut-être du manque de formation des magistrats? Vous allez nous le dire. Est-ce qu'il y a des progrès à faire aussi de ce côté-là, du côté des magistrats en matière de violences sexuelles? D'abord, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend. Faut que je me rapproche encore de la petite bestiole que j'ai devant moi, là. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Vous pouvez reculer un peu, je pense. Comme ça va? Oui, très bien. Bon. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Sangor, de ce que vous venez de dire et de votre invitation. Et je salue Marie-Paul Martin-Blachet, s'il y avait à côté de vous, et tout particulièrement aussi Martine Nice, que j'ai aperçu aussi, sous le contrôle de laquelle, évidemment, compte tenu de son expertise sur le thème de la conférence, y compris de la formation d'ailleurs, je vais m'exprimer maintenant. Et vous avez raison de parler de la formation. Je n'ai pas écouté toute la journée de conférence, mais je vois que vous m'interrogez à ce sujet. Je peux en dire un mot comme juge des enfants, et je peux en dire un mot comme chargé de formation à l'École nationale de la magistrature pendant plusieurs années et encore actuellement. Et je crois qu'il y a plusieurs points à aborder sur la question de la formation. Le premier, est-ce que la formation est suffisante? La réponse est non. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit que la formation des professionnels sur la lutte contre les violences faites aux enfants ou la lutte contre les violences sexuelles ou les violences conjugales était suffisante? La réponse est oui. Tous les organismes de formation vous disent qu'ils forment suffisamment tous leurs professionnels sur ces sujets-là. Je vous dis pour avoir été formateur à l'École nationale de la magistrature. Il y a donc deux sujets. Est-ce qu'il y a une formation suffisante? Non. On sait que pour les magistrats, les policiers, les médecins et les travailleurs sociaux, selon la diversité des organismes de formation, les formations sont, dans leur volume horaire, leur contenu et leur hétérogénéité selon les organismes, insuffisantes. Et c'est évidemment un très grand problème, parce qu'une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne, et que chaque maillon de la chaîne ne se renforce que par la capacité des professionnels à augmenter leurs compétences. Et je pense que ce qui est déterminant n'est pas de rechercher si la profession d'à côté est suffisamment ou insuffisamment formée, mais de rechercher si nous sommes en mesure de donner aux professionnels
il faut que les professionnels montent en compétences en même temps. C'est le seul moyen que la chaîne soit forte. Et je crois qu'il est consensuel de dire que dans les études de médecine, par exemple, il y a trop peu de formation au repérage et au traitement des violences sexuelles faites aux enfants. On pourrait dire la même chose des magistrats, même si des progrès sont faits. Mais je crois qu'il y a le deuxième niveau qui est plus important, parce que tous les organismes de formation vous diront qu'ils font des formations sur les violences sexuelles. Or, je crois que la formation est un sujet politique. Ce n'est pas seulement de quoi on parle, sur quel thème on fait une journée ou 5 jours de formation, mais comment on aborde le problème que l'on fait. Et ceci est un sujet politique, c'est-à-dire un choix dans la façon dont on transmet les connaissances à partir d'un objectif qu'on veut atteindre. Et ça m'amène au deuxième point de l'ensemble de questions que vous venez de me poser sur l'accueil des enfants et principalement sur l'enjeu crucial, est-ce qu'on croit ou pas un enfant quand il dit « j'ai été violé ». La réponse est non, on ne le croit pas. Et ça rejoint la question de la formation, parce que dans une formation sur les violences sexuelles, on peut passer une journée à former au concept d'aliénation parentale, dont on connaît les ravages. Mais on aura pu dire qu'on a quand même fait une formation sur les violences sexuelles. C'est donc un choix politique. Quand je construis une semaine de formation pour l'École nationale de la magistrature, je choisis que le syndrome d'aliénation parentale soit abordé pour en démontrer la dangerosité, pour en démontrer en quoi il a été inventé pour cautionner le déni de la violence faite aux enfants et des violences conjugales. C'est parce que j'estime devoir dire les choses comme ça, que c'est mon rapport à ma fonction, parce qu'il n'y a pas de position neutre. Et dans la formation, il n'y a jamais de position neutre. D'ailleurs, je dirais, et pardonnez-moi si je m'égare, mais je parle de mon expérience de formateur, que je me suis toujours défié des formations qui avaient tendance à construire des programmes où on disait tout et son contraire. Je crois que c'est le meilleur moyen de nous rendre fous. Au contraire, pour faire penser, il faut dire clairement la façon dont on comprend un problème, le faire exposer par des intervenants de façon cohérente, et c'est ainsi qu'on donne la liberté aux auditeurs de construire leur liberté de jugement. Voilà ce que je pense. Les seuls sujets pour lesquels on accepte le débat du pour et du contre sont les sujets dont on se désintéresse. Si on aborde un sujet, un problème, un enjeu de connaissance dans lequel on s'investit, alors on s'engage. Et si on s'engage dans la protection de l'enfance, il me semble qu'on doit récuser tous les systèmes qui mettent les enfants en danger, y compris dans l'approche conceptuelle. Je reviens à la question de l'aliénation parentale, parce que, évidemment, la question déterminante qui est posée, c'est est-ce qu'on croit ou pas les enfants qui révèlent des violences? Et j'entendais tout à l'heure, juste avant que vous me donniez la parole, que une des personnes qui était à côté de vous nuançait. Bien sûr que parfois on croit les enfants, que vous le faites, parce que nous sommes toujours bons. Ce sont toujours les professionnels à côté qui sont moins compétents. C'est vrai qu'il y a des professionnels qui croient les enfants, mais nous pouvons dire que massivement, on ne croit pas les enfants qui révèlent des violences, qu'on ne croit pas les parents, spécialement les mères, qui révèlent que leurs enfants leur ont révélé des violences de la part de l'autre parent, et que l'on ne croit pas les professionnels qui révèlent que des enfants leur ont révélé qu'ils sont victimes de violences sexuelles. Je pense qu'il y a des médecins dans votre formation, et ces médecins savent qu'ils ont des consoeurs et des confrères
qui sont poursuivis devant le Conseil de l'ordre parce qu'ils ont fait des signalements pour protéger des enfants qui révélaient des violences. Parce que notre société ne croit pas les enfants. C'est vrai. Pourquoi? C'est difficile à dire. C'est assez difficile de répondre. On peut formuler des hypothèses. Moi, je soumets à votre appréciation quelques hypothèses. La première hypothèse, c'est que cette question de croire l'enfant ou d'adopter une posture de protection, je veux me penser comme étant protecteur des enfants avant tout, vient interroger, plus que tout autre problème, nos principes fondamentaux. Dire, pour le magistrat que je suis, faut-il croire un enfant qui révèle des violences, vient interroger le sacro-saint principe de la présomption d'innocence. Comme le médecin, sans doute, faire un signalement va interroger le primum non nocere. Et peut-être pour donner un principe qui serait commun à tous les professionnels qui sont présents dans cette formation, viendrait interroger le principe qu'on appelle celui de la neutralité bienveillante. Mais entre le loup et l'agneau, il n'y a pas de position neutre. Être neutre, c'est être du côté du loup. Je crois que c'est Pierre Lassus qui dit cette phrase. Et c'est très important. Parce que croire l'enfant n'est pas contradictoire avec le principe de la présomption d'innocence. Il est possible de tenir ensemble ces deux principes. Surtout, alors je ne sais pas s'il y a des policiers et des gendarmes dans votre formation aujourd'hui, mais je dirais, parce que c'est plus confortable pour nous, je mets à part les policiers et les gendarmes qui, eux, sont seuls chargés de l'enquête. Nous autres, juges des enfants, médecins, assistantes sociales, enseignants, nous ne sommes pas chargés de l'enquête pénale. Et nous pouvons croire l'enfant et respecter la présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que nous savons, que les fausses dénonciations de violences sexuelles sont marginales et même résiduelles. L'état des connaissances nous montre que lorsque quelqu'un dit « je suis victime de violences sexuelles » ou « mon enfant, mon élève m'a dit qu'il est victime de violences sexuelles », il est rarissime que cette personne mente. Ça arrive, mais peut-être que vous avez cité au cours de cette journée des études qui sont assez consensuelles et connues aujourd'hui, Tone Sedjaden 1986, Trocmé-Vala 2005, qui nous démontrent dans des dossiers de divorce ou dans des dossiers de signalement de maltraitance que les fausses allégations, les fausses dénonciations sont marginales et résiduelles. Autrement dit, que le risque que nous courons n'est pas de surinterpréter des révélations, n'est pas d'inventer des violences. Le risque que nous courons est de laisser passer dans nos classes, dans nos bureaux, dans nos cours de récréation, dans nos salles de consultation, des enfants victimes de violences sexuelles sans les voir, sans les protéger. Le risque réel est celui-ci. L'autre raison qui m'autorise à dire qu'il faut croire l'enfant est que nous savons que les violences sexuelles, et notamment les violences sexuelles faites aux enfants, comme toutes les violences de l'intime, notamment les violences conjugales, sont soumises à une double sous-révélation. Les révélations sont très peu nombreuses par rapport aux faits, les plaintes sont encore moins nombreuses, et que les victimes disent moins que l'horreur du réel effectivement subi. Et c'est assez intuitif quand on pense à un enfant qui n'a souvent même pas les mots pour décrire le passage à l'acte sexuel, je le dis sous le contrôle de Martinez. Et la troisième raison est que nous savons qu'un enfant qui révèle des violences, tout particulièrement qui révèle des violences à un professionnel qui représente la loi, et par extension, on peut dire que tout professionnel adulte devant un enfant représente quelque chose de l'ordre de l'enfant. Si l'enfant perçoit qu'il n'est pas cru, il est soumis à un risque d'effondrement psychique.
Moi, vous savez, je me souviens, vous parlez de formation, je me souviens d'un colloque auquel j'avais participé à la Cour de cassation, dont le thème était le parcours judiciaire de l'enfant victime, dont nous savons qu'il est pour l'enfant très difficile, voire traumatisant, et souvent survictimisant, qu'il s'ajoute au traumatisme de la violence. Le sujet, c'était celui-ci. Quel est le parcours judiciaire de l'enfant victime? Une longue durée du colloque a été consacrée à la réflexion. À quel moment peut-on dire que l'enfant est victime? Sous-entendu à la Cour de cassation, tant qu'une cour ou un tribunal n'a pas déclaré le mis en cause coupable, peut-on dire que l'enfant est victime? Ma contribution à moi était de dire l'enfant violé a été violé. L'enfant torturé a été torturé. L'enfant mutilé a été mutilé. Nous n'avons, nous autres, aucun pouvoir sur ce réel. Nous n'avons pas le pouvoir de dire si le réel a eu lieu ou pas, puisque quand l'hypothèse est qu'un enfant est victime de violence, nous ne pouvons pas la transformer en interrogation. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense que c'est extrêmement important. Nous avons du mal à garder dans une part de notre esprit qu'une possibilité de la violence est réelle. C'est pourquoi nous développons des mécanismes qui nous conduisent à inverser la responsabilité de protection et à allumer des ampoules dans notre tête en disant « attention, tu risques d'être manipulé », alors que le risque réel est le risque inverse. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Durand, pour ces premiers propos si forts et si éclairants. Et je voyais Emma qui souriait, qui buvait du petit lait parce que c'est vraiment ce qu'elle vous a dit aujourd'hui. Vous avez totalement conforté ce qu'elle évoquait tout à l'heure. Donc, ça nous fait plaisir de terminer sur ces propos. Alors maintenant, on voit bien qu'il y a un vaste chantier, notamment en termes de formation, mais bien au-delà. Et on voudrait bien que vous nous disiez aussi ce que vous envisagez, quelle ambition vous avez dans le cadre de la commission que vous co-présidez. Et peut-être que concrètement, vous nous donniez quelques éléments de calendrier si vous en avez. Enfin voilà, en quoi vous consistez vos travaux, quelle est votre ambition et quelques éléments de calendrier si vous en avez pour nous informer. Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion d'évoquer les travaux de la commission. Ce que je puis en dire est d'abord la chose suivante. Lorsque le 23 janvier dernier, le président de la République a désigné Nathalie Mathieu, directrice générale de l'association Dr Bruit, spécialisée dans l'accueil de jeunes filles victimes d'inceste, et moi-même pour co-présider cette commission, vous vous souvenez que le chef de l'État a dit aux victimes que vous n'êtes plus seuls, on vous croit. À soi seul, c'est une réponse à la question précédente. C'est un signal extrêmement fort. Et ce n'est pas par hasard que ces propos ont été tenus à ce moment-là de l'année et que la commission a été relancée à ce moment-là de l'année. Parce que nous vivons un moment très particulier, me semble-t-il. Là encore, je le dis sous le contrôle de beaucoup de personnes ici présentes, notamment et éminemment de Martinis. Je crois que quelque chose survient. Ce qui survient, de mon point de vue, n'est pas que les victimes disent les violences qu'elles ont subies, parce que sans doute l'ont-elles toujours fait. Vous savez ce que Marie-France Casalis appelle la cascade des tabous en parlant de l'inceste. Elle dit, j'ai d'abord pensé que le tabou, c'était l'inceste. Il est interdit de violer ses enfants. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Donc, je me suis dit que le tabou, c'était qu'il était interdit
de le dire, mais je me suis aperçu que les enfants le disaient. Alors j'ai compris que le tabou était d'empêcher de violer les enfants. Parce que, et vous pensez à Eva Thomas en 1986, sur ce plateau de télévision, elle dit les violences. Comme aujourd'hui, les victimes le disent. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, sur un plateau de télévision, on ne pourrait plus prendre cette parole à la légère. On ne pourrait plus se moquer d'elle. On ne pourrait plus légitimer l'inceste et en contester la violence intrinsèque. Je crois, mais je me trompe peut-être, que ce qui survient, c'est une connexion entre une chaîne de solidarité entre les victimes par les révélations et par les livres et par des affaires judiciaires qui ont heurté la conscience collective, Pontoise, Maud, Julie, d'une part, et d'autre part, la conscience sociale. Ce qui change, c'est que nous sommes connectés à cette parole des victimes et nous nous sentons collectivement responsables. Et donc, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles est d'abord chargée, de notre point de vue, d'exprimer la considération, notre considération collective à l'égard de la parole des victimes, pour qu'elle ne tombe pas dans l'abîme de Twitter. C'est une chose qui est cet espace, les réseaux sociaux, pour dire les violences subies. Encore faut-il que la société exprime une considération réelle. Et pour nous, une considération réelle veut dire trois choses. La première, organiser socialement ce recueil de la parole, sur le modèle de la commission Sauvé pour l'Église catholique, très simplement. La seconde, vérifier la nécessité, ou en tout cas proposer un accompagnement social, voire des soins, parce qu'on peut faire un tweet et s'effondrer. On peut être très âgé et n'avoir jamais révélé ces violences de l'enfance. Et donc, nous devons garantir, cette considération, c'est aussi garantir la possibilité d'une aide réelle. Et troisièmement, nous pensons que si des personnes adultes éprouvent le besoin de révéler les violences qu'elles ont subies dans leur enfance, c'est particulièrement pour que les enfants aujourd'hui et demain soient mieux protégés. Donc, construire une politique publique de protection. Et bien sûr, c'est le deuxième champ du travail de cette commission sur les 2 années de son mandat, à savoir arriver à faire des préconisations de politique publique qui correspondent à ce que Ernestine Renet appelle une culture de la protection. Nous devons renforcer notre culture de la protection. Si nous disons que nous voulons protéger nos enfants, cela doit se voir dans nos politiques publiques et dans leur mise en œuvre par chaque professionnel. Audition d'experts, synthèse des travaux existants, recherche, expérimentation. Voilà, disons, le calendrier, si j'ose dire. La commission est constituée en sous-commission. Nous allons procéder à des auditions d'experts. Vous ne vous étonnerez pas que nous contactions, que nous ayons déjà contacté Martine Nice, cette fin, évidemment. Et à la fois, il y a un temps long, même si nous sommes dans une phase d'organisation. Il faut créer quelque chose à partir de rien ou quasiment rien. Ça prend un peu de temps, mais c'est un temps long, 2 ans, et court à la fois. Donc, si on veut faire des recherches épidémiologiques, vous pouvez commencer maintenant. Si on veut pouvoir expérimenter des programmes de formation, ben, il faut pouvoir le construire assez vite. Et nous voulons aussi mettre en valeur les bonnes pratiques. Parce qu'il faut s'appuyer sur les compétences que nous avons. Sinon, on se désespère. Et c'est toujours une mauvaise stratégie de contester les compétences des voisins. Vous voyez, nous savons que, par exemple, les policiers et les gendarmes
sont en train d'adopter des programmes de formation à l'audition de l'enfant qui sont spectaculaires. Donc, il faut pouvoir mettre en évidence les bonnes pratiques pour les diffuser. Et c'est ce qui légitime aussi à repérer les failles pour les combler. Aujourd'hui, 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. 70%. Ceci caractérise un système d'impunité des agresseurs. Il faut donc comprendre ce qui construit ce mécanisme aboutissant à 70% de classement sans suite pour arriver à progresser. Voilà, donc les objectifs sont très ambitieux naturellement, et quand les objectifs sont ambitieux, ça exige une très grande modestie. Voilà, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions infiniment, Monsieur Durand, pour ces propos vraiment très clairs, encore une fois, très forts, et qui nous donnent envie d'aller de l'avant, et je pense donne envie à tout le public qui vous a écouté de poursuivre, de ne pas désespérer pour bouger les lignes. En tout cas, vraiment, merci infiniment de votre présence, de votre confiance, et bonne chance à la commission. À votre merci. Avec plaisir. Pour vous donner aussi des retours de cette conférence, puisqu'on a eu beaucoup de démarches inspirantes aujourd'hui qui ont été présentées. On reviendra vers vous pour les présenter en détail. Merci à tous pour cette journée très riche. Encore merci à tous les intervenants. Oui, vous vouliez intervenir? J'avais envie de dire à très bientôt à Monsieur Édouard Durand de la part de Martine Nice. Je suis sur le... Oui. Voilà. Stay in touch. À bientôt. Merci en tout cas à tous. Et si vous avez apprécié cette journée, dites-le nous. Même si vous ne l'avez pas apprécié, dites-le aussi dans le questionnaire d'évaluation. N'oubliez pas, les 24 et 25 juin, les Assises nationales de la protection de l'enfance, qui n'avaient pas pu avoir lieu en 2020 et que nous bâtissons en ce moment avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Donc, on a vraiment besoin aussi de votre soutien, de vos encouragements pour les Assises. On est une petite équipe et qu'on est contre vents et marées, on veut qu'elle se tienne sur le méta-besoin de sécurité. Donc, 24 et 25 juin à Nantes, en présentiel et en distanciel, je vous le rappelle. Et puis, à votre disposition, donc si vous avez des questions, par mail à l'adresse écoleprotectiondel'enfance.com que vous avez dans vos mails, celle par laquelle vous avez reçu toutes les informations. Si vous voulez des documents ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore merci à tous et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.